Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection réseau Teachers. Collection réseau Teachers. https://tessiture.wixsite.com/armatan / Recherches études. Déjà paru. Anne Olivier, Sexe, genre et travail social 2010. Anne Olivier, L'expérience d'un observatoire de la jeunesse 2010. Pierre Berthaud et Michel Coteau, La solidarité des générations c'est l'avenir 2014. Marie Mormès, L'évaluation du travail social, une nécessité impossible 2015. Christiane Jambart, Autisme, le sacrifice invisible 2015. Xavier Dessannes, Le téléphone portable, un outil éducatif 2016. Samuel Skiro, Il était une fois un centre social 2017. Claire Veille, L'enfant en situation de handicap 2017. Véronique Bayer, Au bal des surintendantes 2017. Henriette Bigan, De l'école des surintendantes à l'école supérieure de travail social, ETSUP, 1917 à 2017, 100 ans d'histoire 2018. Marie-Claude Aigri-Corps, L'enfant pris dans ses environnements 2018. Fabienne Serina-Karski, Bien-être scolaire, des clés pour demain 2019. Marie-Claude Aigri et Maria Esposito, De la pédagogie de la confiance 2020. Tininan Bouktouche Bakou, L'accompagnement en foyer de jeunes travailleurs. Injonction paradoxale, temporalité et stratégie à l'œuvre 2020. Jean-Noël Barnet, Habiter après la prison. Rapport à l'espace et enjeux de travail social 2020. Literatures. Déjà paru. Claude Rouillet, Tu viens avec moi 2010. Patrick Cauche, Souvenirs et itinéraire d'un enfant de la DAS 2013. Enrique Garcia, Jusqu'à la moelle 2014. Julie Sureau Le Sauté, Ce Hux, dont on ne parle pas 2019. Laurence Clémencet, Le silence des guerres 2020. Dédicace. À tous les adultes en devenir, des cours de récré. Préface. Mais qu'est-ce qui peut bien faire battre le cœur d'une école ? Emmanuel Schlumberger, enseignante passionnée qui se demande comment la connaissance vient aux petits êtres humains, invite tous ceux qui se sont un jour posé cette question et d'autres encore à prendre le temps d'entrer dans le temps de l'école, et à la suivre dans son cheminement tant professionnel que personnel en nous révélant l'intimité d'une école qui se questionne et évolue au rythme de la pédagogie pour mieux accueillir et accompagner les enfants dans la mission d'éducation qui est la sienne. Par ce récit spontané et vivant, nous allons à la rencontre d'enfants qui ne sont pas seulement des élèves anonymes, d'hommes et de femmes. Enfin de femmes surtout, nous sommes à la maternelle, ne l'oublions pas, qui ne se cachent pas derrière leur costume d'enseignants, d'une maison-école qui n'est pas un simple lieu de garde ou de pré-apprentissage des disciplines fondamentales qui sont l'apanage de l'école élémentaire. Nous entrons de plein pied dans cette école vivante qu'appelait de ses vœux l'inspecteur Edmond Blanguernon au début du XXe siècle, alors qu'il plaidait en faveur d'une école accueillante aux enfants, à leurs parents et ouverte sur la vie. Et découvrons les défis et les enjeux d'un projet d'école dont le fondement est le bien-être des enfants dans une communauté éducative. Vaste programme. Et vaste chantier. Qui démarre par un constat établi il y a quelques années déjà, celui de la violence ordinaire qui sévit dans nos écoles, y compris dans une petite école maternelle située dans le centre de Paris, et invite à prendre une voie nouvelle pour apporter apaisement, confiance et sérénité, conditions nécessaires pour apprendre non seulement à apprendre, mais à vivre ensemble, chaque jour. Qui plus est ici dans un espace réduit, avec une cour qui mesure 16 mètres de long sur 8 de large, 6 dans sa partie étroite, et des classes qui sont censées accueillir 32 élèves dans un espace qui peut être de 48 mètres carrés. Un casse-tête qui se révélera d'autant plus compliqué en temps de coronavirus. Être au centre de Paris n'a certes pas que des avantages. Sans tabou, Emmanuel Schlumberger nous entraîne au fil des pages dans le branle-bas de combat qui s'ensuit, le réaménagement des espaces, dans l'école, dans les classes, les aléas institutionnels, les déboires, les illusions perdues, qu'il s'agisse de pérennité de compléments de postes pourtant d'autant plus nécessaires lorsque le projet d'école suppose comme ici une adhésion de chacun des enseignants, ou encore les fermetures de classes annoncées au dernier moment. On découvre également les rencontres essentielles qui jalonnent ce chemin,
avec la pédagogie Montessori par l'entremise de Céline Alvarez, avec des collègues investis par ailleurs, avec des parents motivés qui apportent leur soutien au projet. Au final, nous voilà dans une école qui avait changé de peau, sous la houlette d'une équipe d'enseignants-éducateurs ayant souhaité se remettre en cause et dont les maîtres mots sont désormais bienveillance, respect du rythme des enfants, bien-être. Autant d'éléments essentiels pour établir non seulement la confiance en soi dont ont besoin les enfants pour entrer durablement dans les apprentissages, mais la confiance en l'autre nécessaire pour établir des relations non violentes et apaisées, et affronter les incertitudes que la vie nous réserve. Des rires, des pleurs, un arbre planté là et le sourire de Colette la gardienne. Écoutons battre le cœur de l'école d'Emmanuel Schlumberger, qui s'enthousiasme de faire un métier de l'humain avec des moments de pur bonheur. Entrons à sa suite dans cette école intime qui se dévoile au fil des pages pour le plus grand plaisir des lecteurs, qui en ressortiront avec nostalgie ou envie peut-être, mais surtout enrichis de ce soupçon d'optimisme qu'elle insuffle et qui nous permet de croire en une école où il fait bon vivre, une de ces écoles du bonheur où s'épanouissent des enfants qui feront le monde de demain. Fabienne Serina-Karski. Première partie, année 0. Comment cela a commencé? Bonjour S. Commençons par le début. Souvent on nous pose cette question, comment avez-vous commencé? Comment avons-nous commencé donc? Comme toute cette histoire a commencé? Parce qu'alors que je m'apprête à répondre à cette question et sans doute à la suite aux autres questions, comment cela a continué? Est-ce que vous êtes content? Quels sont vos résultats? Toutes ces questions qui viennent ensuite, je comprends. J'entrevois qu'il va falloir que je raconte une histoire, notre histoire, l'histoire de ces 4 ou 5 années dans notre école. Une histoire qui ne va pas parler que de pédagogie, mais aussi de petits bonshommes et bonnes femmes bien vivants, mais parfois un peu inventés pour les protéger, et des grands qui s'occupent d'eux, tous les grands et de la vie qui va avec et qui est tout autour d'eux. Non. Répondre à cette question ne se résume pas à comment avez-vous mis en œuvre la pédagogie Montessori dans une école publique à la fin des années 2010. Ce serait même réducteur, et finalement en désaccord avec notre propos. Il faudra plutôt expliquer comment nous en sommes venus à nous intéresser aux travaux de Maria Montessori, quelles conséquences cela a eu, et comment nous avons fait évoluer notre réflexion et nos pratiques au sein des classes au cours de ces 5 années. Gardons en tête pour l'instant que la découverte de la pédagogie Montessori a été un point d'appui, une porte d'entrée, une façon de sortir du cadre qui a ouvert tout un champ des possibles. De toute façon, cela faisait longtemps que j'avais envie d'écrire sur mon école. De la raconter, non pas objectivement, mais affectivement. Mon école, mes collègues, mon directeur, mes élèves, qui sont mes autres enfants, pas ceux qui grandissent sans s'arrêter, qui sont grands maintenant, qui sont partis ou vont partir même s'ils reviennent, mais ceux qui sont là à nouveau chaque année, pas tout à fait les mêmes mais toujours des enfants de 3 à 6 ans. Comment tout cela a commencé? C'est tout simple. Mais pour cela, il faut commencer par le commencement et entrer dans l'école. Disons que c'est un matin. Un matin d'école. Moi, j'ai beaucoup de chance, j'habite à 30 mètres. Cela n'a pas toujours été le cas mais c'est une autre histoire, je vais essayer de me concentrer sur celle-là pour ne pas vous perdre. C'est toujours moi qui arrive la dernière, peu de temps avant l'ouverture des portes pour les enfants et leurs parents. Pendant ces quelques minutes, tout est calme et silencieux. On a du mal à penser que cet endroit va tout à coup s'agiter et se remplir de très jeunes êtres. C'est un peu un moment en suspens, encore réservé au monde des adultes. Ce matin-là, j'arrive à l'école. Je salue la gardienne qui s'appelle C. Bon C est un personnage très important de l'école, vous la croiserez à plein d'autres moments. Là, je lui dis juste bonjour comme tous les matins. Bonjour C, je dis. Tout va bien? Bonjour elle répond avec un grand sourire accueillant. Elle a généralement à cette heure de la journée un balai à la main. Elle nous a fait une école toute propre. Le sourire de C, je le dis quand même dès maintenant parce qu'après je vais peut-être oublier, c'est un peu comme le sourire de ma mère quand je partais le matin pour aller à l'école quand j'étais petite. Tout va bien, mais t'as quand même une petite boule au ventre parce que c'est une nouvelle journée qui commence et que tu dois quitter ta maison toute chaude et rassurante pour affronter le monde. Alors ce sourire, il te donne de la force. Et bien voilà, toutes ces années après et toute grande que je suis, et toute maîtresse d'école que je suis aussi,
cette petite boule parfois je l'ai encore et ce sourire de C fait écho au sourire de ma mère à l'époque et me dit « Tout va bien aujourd'hui, cela va être encore une belle journée ». Pour moi c'est important bien sûr, mais moi je suis un peu vieille et j'ai d'autres ressources. Je pense que ce sourire qu'elle va offrir à tous les petits-enfants qui vont arriver d'ici peu, va donner à certains qui n'ont peut-être pas eu le sourire de leur mère ou de leur père, le courage d'entrer dans le monde de l'école. J'ai donc dit bonjour à C, j'ai traversé la cour de récré puis le préau. Cette école est vraiment une petite école. On est au cœur de Paris. C'est un joli bâtiment ancien avec des briques et de la céramique qui entourent les fenêtres. Il y a plein de touristes dans cette rue qui s'arrêtent, et qui la prennent en photo tellement elle est mignonne avec son arbre planté un peu bêtement devant. Mais à Paris on s'émerveille dès qu'un arbre pousse dans la ville. Un drapeau français qui flotte, fluctuat nec mergitur, tout y est pour la photo. En vrai, ce n'est pas une école de pacotille, il y a de vrais enfants, de vrais profs, de vrais parents, plein de gens qui bossent là tous ensemble. À ce moment de l'histoire, une classe s'ouvre sur la cour et sur le préau de l'école. Il y a 2 portes quoi. Dans cette classe qui est la seule du rez-de-chaussée, il y aura dans quelques instants des élèves et pour le moment une maîtresse. Cette maîtresse s'appelle S, et c'est aussi un personnage de cette histoire. Je pourrais répondre à la question comment vous avez commencé par à cause de S, mais bien sûr ce ne serait pas tout à fait vrai. Et pourtant, ce matin-là j'entre dans la classe de S pour lui dire bonjour. Je dis toujours bonjour à mes collègues quand j'arrive à l'école, sauf quand je suis trop en retard et que je monte 4 à 4 les 2 étages pour foncer dans ma classe avant que mes élèves n'arrivent. Vous allez dire, c'est pas très passionnant tout cela la fille, elle nous raconte qu'elle dit bonjour ok. Ok. Juste pour expliquer que dans plein d'écoles, les adultes ne se disent pas bonjour et que pour faire court je pourrais dire, tout a commencé dans notre école parce qu'on se dit bonjour tous les matins, entre adultes et aux enfants. S est ma collègue sœur. D'ailleurs je vais lui donner un nom pour cette histoire. Disons que S s'appelle Stéphie. Et pendant que j'y suis, C s'appelle Colette. Ce ne sont pas leurs vrais noms mais c'est plus pratique de savoir comment elle s'appelle, non ? Elle est arrivée à l'école juste 1 an après moi, et d'ailleurs elle est née juste 1 an après moi. Donc c'est logique. À ce moment, Stéphie est la maîtresse qui a les petites sections de l'école, c'est un peu sa spécialité. Moi j'ai les grandes sections et quelques petits dans ma classe mais j'en reparlerai. Je reparlerai de tout. Hello Stéphie. Bonjour Emmanuel. C'est mon nom pour l'histoire, c'est joli, cela fait 13 années 70. Ce matin-là n'est en fait pas un matin comme les autres. C'est un retour de vacances. D'ailleurs ce n'est pas un matin comme les autres puisque c'est par lui que tout a commencé. Normalement on a plein de choses à se raconter, puisque je vous rappelle qu'on est sœurs à l'école. On est sœurs qu'à l'école. En dehors, on ne s'appelle jamais, on ne fait rien ensemble, même pas un ciné. J'ai une sœur dans la vie, qui fait très bien le job de sœur. Sœur à l'école, cela veut dire qu'on sent les choses de la même façon, qu'on est presque toujours d'accord, qu'on monte des projets et qu'on se donne des idées et qu'on s'en pique, surtout moi. Et qu'on ne sait plus qui a eu l'idée la première, qu'on rigole des mêmes trucs et qu'on chante les mêmes chansons. Cela veut dire aussi qu'on a des points communs en dehors de l'école, et qu'on se les raconte même si ces 2 mondes ne se croisent que très rarement. Bizarrement, Stéphie connaît des choses très intimes sur moi que je lui ai dites au fil du temps et pareil pour elle. Je lui dis parfois des choses que je ne dis à personne parce qu'il arrive que j'ai le cœur gros en arrivant pour bosser, et qu'elle le sent tout de suite et que je le lui dis super vite avant que les gosses n'arrivent, pour m'en débarrasser, pour pouvoir être souriante et concentrée quand ils arrivent. Elle sait ça et ça de moi et je sais ça et ça d'elle. Peut-être qu'on est les 2 seuls à le savoir. On est toujours dispo l'une pour l'autre afin d'être toujours dispo pour les enfants, juste après. Reprenons. On se disait bonjour. C'était un retour de vacances. Les vacances de février. Emmanuel, faut que je te dise. J'ai passé mes vacances à visionner des vidéos. Tu te souviens de CA, Lou nous en a parlé. C'est passionnant, faut que tu regardes. Emmanuel, faut qu'on fasse ça à l'école. Je n'arrête pas d'y penser. J'ai vu une petite queue de cheval se faufiler dans la classe, et je me suis précipitée dans la mienne dardard. CA ça veut dire Céline Alvarez, c'est son vrai nom, et oui je me souviens bien que Lou nous en a parlé. Une sacrée remise en cause se cache derrière son nom, mais ça je ne le sais pas encore.
C'est la récré. Parfois de l'école, les enfants ne se souviennent que de la récré. Ou ils n'attendent que ça. Les moments entre ne sont qu'ennui, angoisse inutile, oubliés. Je parle de la récré à la maternelle. Parfois ils disent la cour. C'est quand la cour ? Et cela veut dire bien sûr le moment où on ira dans la cour, pour la récréation. Alors en bonne maîtresse je reformule, on ira en récréation dans la cour à 10 heures. Le temps de la récréation se confond dans leur tête avec l'espace où ils sont. Quand les parents demandent à leur enfant ce qu'il a fait à l'école, il répond souvent « J'ai joué dans la cour avec mes copains ». C'est rassurant pour les parents, au moins leur enfant a des copains et cela éloigne la vision angoissante de leur cher petit planté seul dans la cour. Cela les inquiète aussi un peu. Ne fait-il que jouer à l'école ? Ne se souvient-il que de cela ? Ne veut-il raconter que cela ? Quand on est adulte et qu'on n'est pas allé à l'école depuis son enfance, on a une vision recomposée de ce qu'est l'école en général, surtout maternelle, et la récréation en particulier. Vision faite de ses propres souvenirs bons ou mauvais, ou reconstruits, parfois oubliés. Tous les adultes ne sont pas allés à l'école maternelle. J'ai travaillé dans des écoles où des parents n'avaient pas été à l'école du tout, ou en tout cas dans des écoles très différentes de l'école où allait leur enfant. Une particularité de mon métier de maîtresse et surtout de maîtresse de maternelle, c'est que cela m'a permis de rester en lien avec ma propre petite enfance. J'ai des souvenirs très précis de moi, petite, cueillant des pâquerettes sur la pelouse de mon école, moi au dortoir ne voulant pas dormir, moi punie pour avoir mordu le doigt de mon copain par une maîtresse qui n'était pas ma maîtresse parce qu'elle était malade et que bien sûr la remplaçante ne savait pas à quel point j'étais une enfant sage qui jamais n'était punie et que si j'avais fait cela c'est que j'avais mes raisons. Je les avais d'ailleurs et je m'en souviens mais je les garde pour moi. Tout cela me direz-vous est bien encombrant dans une tête pleine de souvenirs. Faudrait faire le tri ma vieille. On n'est pas forcément maîtresse de ses souvenirs, mais surtout cela me permet je pense de comprendre au plus près les enfants, de me mettre à leur place. Ainsi quand une petite fille que je gronde fond en larmes et me dit « Mais maîtresse, je ne fais jamais de bêtises », je peux revenir sur ma gronderie parce que je me souviens. De même, et ce souvenir est très vivace, je me souviens de la cour de récré, en maternelle et hélas de la violence qui s'y exerçait et d'en avoir souffert. La récré est un moment crucial dans la vie des enfants. La cour de récréation est un endroit stratégique, et toute l'attention des adultes devrait y être portée, non seulement pour la surveiller mais surtout pour en faire un lieu propice au développement des petits. Comme j'ai surveillé des milliers de récrés, je me sens légitime pour expliquer ce que peut être une cour de récré, et pourquoi cette observation a été déterminante dans notre volonté de changer notre pédagogie. À la question comment cela a commencé, je réponds suivez-moi dans la cour de récré. Il est 10 heures, nous allons sortir en récréation, dit la maîtresse. Et selon un rituel plutôt rodé, les enfants vont enfiler leur manteau, ce qui, croyez-moi, n'est pas une mince affaire. La récré, l'enfer de la récré peut commencer pour la pauvre maîtresse dès ce moment où 27 bambins surexcités se précipitent dans le couloir. La maîtresse semble bien être la seule à se souvenir qu'ils doivent mettre leur manteau et tout ce qui va avec. Gilet à boutonnets, gants à 5 doigts, bonnet, tour du cou. Bien sûr les maîtresses ont des trucs pour que ce moment ne prenne pas des allures de pugilat. On a fait le calme avant, on est sortis 2 par 2, on a rappelé les consignes, on a choisi des responsables, de rangs, de portes, de bonnets, de bancs, de boîtes à doudou, de petits. On a éteint la lumière, on a attendu, on a été très patient. Mais il arrive un moment où la maîtresse est en âge, ou n'est plus en âge de fournir une telle énergie, alors qu'elle n'a même pas encore elle-même mis son manteau et où les enfants les plus turbulents sont tombés 3 fois sur leurs camarades, ont collé 1 ou 2 claques et en ont reçu autant. Les plus lents en sont encore à se demander ce qu'on attend d'eux, les plus bavards à papoter tranquillement malgré le foutoir autour, bref un moment où on se dit « Et pourquoi faudrait-il aller en récré ?» Bonne question. Et si on n'était pas obligé d'y aller ? Mais bon, nous y reviendrons car la récré va faire l'objet de bien des discussions et des remises en question dans les mois qui vont suivre. D'ailleurs en récré, on n'y est toujours pas. Vous êtes prêts les loulous ? Alors on descend et on s'arrête au premier palier. Allez-y les chefs, je veux dire les responsables du rang. Qui est responsable de la porte ? Nom d'une pipe ? Et voilà,
2 étages et 4 paliers plus bas, un préau à traverser. On ne court pas dans le préau. Les enfants et leurs maîtresses sont enfin en récréation. La récré, c'est obligatoire. La cour de notre école est toute petite et honnêtement, je pense que cela contribue grandement à la rendre invivable. Elle est si petite qu'aucun jeu de cour comme un toboggan ou une balançoire n'y est autorisé. Sécurité, sécurité. Elle est si petite que les grands qui y courent la traversent en quelques secondes. 2 classes sortent en même temps, souvent par niveau. Au fil des années, la situation dans la cour s'est dégradée. C'est un constat. Je rejoins ma collègue de service dans la cour. Être de service, cela signifie que l'enseignant en question est dans la cour responsable de ce qui s'y passe. Dans une petite école comme la nôtre, les enseignants.es sont toujours de service. Aujourd'hui, c'est Stéphie que je retrouve. Elle est déjà sortie. C'est plus facile pour elle car sa classe est au rez-de-chaussée. Elle me fait un sourire et je la rejoins dans la cour pendant que les enfants s'égaient. Dans le meilleur des cas. Souvent elle est déjà accaparée par un petit trio, en plein conflit. Généralement il se compose d'une victime affichée qui pleure, niche, d'un coupable idéal et d'un témoin au regard innocent. Stéphie essaie de comprendre quelque chose, elle part au plus pressé, « Où as-tu mal ?» dit-elle à la victime présumée. C'est généralement le témoin qui répond. C'est Hugo qui l'a frappé, lui a donné un coup de pied, tiré les cheveux, mordu la main, craché. C'est Hugo qui l'a craché, c'est comme ça qu'on dit en maternelle, même les maîtresses les plus pointilleuses ont renoncé à corriger cette bizarrerie de la langue enfantine. Poussé contre le mur, fait tomber du banc, lui a tiré sa capuche et autres joyeusetés. Bref. C'est Hugo et Stéphie se tourne vers Hugo. Mais enfin Hugo, que s'est-il passé ? En lorgnant sur le reste de la cour pour s'assurer que d'autres conflits ne se déroulent pas. Mais heureusement sa collègue Emmanuelle est enfin arrivée dans la cour. Entre-temps, Hugo ne sait plus trop pourquoi il est là et ce qu'il a fait. La victime a complètement oublié et commence à rigoler avec le témoin. Mais Stéphie ne veut pas lâcher l'affaire. Enfin Hugo, excuse-toi, regarde, il pleure. Enfin il pleurait il y a 12 secondes. Et Hugo de crier un pardon joyeux en s'enfuyant sans même se rendre compte qu'il laisse la pauvre maîtresse fort déconfite de la tournure des choses. Entre-temps j'ai rejoint Stéphie, non sans avoir réglé 3 ou 4 conflits du même acabit. Ces interactions entre les enfants sont incessantes. La récréation est un lieu d'éternelles chamailleries qui peuvent dégénérer, même chez les petits. Les enfants ont comme modèle de prédilection des scènes de dessins animés, où de super-héros sauvent le genre humain à coups de laser, pieds et clés de bras. Dans la cour, sauver le monde revient à la super baston. Rien de grave, rien de nouveau sous le soleil non plus. La récré, c'est un peu la guerre des boutons, non ? C'est sympa la guerre des boutons. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Mais relisez la guerre des boutons, c'est super violent. Harcèlement, torture, chantage. Le monde des enfants est tout sauf innocent. Ou plus exactement, il est cruel en toute innocence. Une cour de récré mal surveillée devient un champ de bataille où les brutes, les plus costauds, les pervers en puissance, les manipulateurs tentent d'exercer leur pouvoir. Les adultes sont là pour éviter que les enfants ne se blessent certes, mais surtout pour éviter qu'ils ne se fassent mal entre eux. Je rejoins donc une Stéphie déjà un peu échevelée, mais toujours souriante. Moi aussi d'ailleurs. On est contente de se voir pour échanger un peu. La récré des enfants, c'est aussi un peu la récré des maîtresses. Enfin, avant que la bande de Patrocle ne fasse une entrée fracassante dans la cour. Cette année-là, quand la classe de Géraldine arrive dans la cour, c'est un peu un lâcher de coq. Mais je n'ai pas encore présenté Géraldine, la maîtresse de la classe 2. Géraldine est très sérieuse, pratique l'autocritique à haute dose, se remet en question toutes les heures. Elle est la tête pensante de l'équipe, la caution sciences et mathématiques. Elle expérimente, cherche, tente et se prend la tête. Elle ne lâche rien. Sa classe, cette année-là, est composée d'une bande de petits mecs qu'on peut dire mal élevés dans l'opposition permanente, qui veulent tous être chefs à la place du chef. Il y a le chef des chefs, Patrocle, 4 ans et demi, blond comme un ange et qui dégomme tout ce qui lui résiste. Son second, Alexandre, oui c'est une armée de soldats grecs, rêve de le supplanter et en attendant lui obéit comme son ombre. Et les autres, Georges, Tibère, Manu, Thomas, Ion, Basile, Martin, l'arrière-garde de barbares toujours prête à dégainer. Attention, il débarque. Il dégage 2 ou 3 petits qui se trouvent sur le passage,
saute sur le banc réservé à leur bande et pousse tous ceux qui s'y trouvaient déjà. En quelques mots, Patrocle énonce la règle du jeu. C'est moi le chef, on attaque ceux qui bougent à coups de pied et de poing, on se jette sur eux et on les tire par la capuche. On se rue dans les toilettes, et on éclabousse tous ceux qui font pipi. On bloque les portes des toilettes et on empêche tout le monde de rentrer, de sortir. Ah! Les maîtresses deviennent folles en 2 minutes. Géraldine semble exténuée, ses sourcils sont froncés, son visage est fermé, elle si douce et jolie. Géraldine n'en peut plus de sa bande d'insupportables. C'est conflit sur conflit entre eux et contre elle. Géraldine passe une année épouvantable. Certes, elle a déjà mis en place quelques trucs dans sa classe pour essayer de calmer le jeu. Mais sans vraiment de succès. Pourtant, ce qu'elle est en train de tenter va être aussi déterminant dans notre révolution à venir. Géraldine est assez réservée comme fille. Elle n'est pas du genre à la ramener. Elle nous a bien parlé plusieurs fois, en salle des maîtres, de chaises à déplacer doucement, de pinces pour attraper des objets et de plateaux, mais il a fallu plusieurs mois. En fait, il a fallu que tout pointé, on arrive au bout de quelque chose dans notre pratique, pour qu'on s'interroge vraiment et que cette histoire de pinces à linge et de flacons de verre fasse son chemin pédagogique. D'ailleurs, les pinces à linge et les plateaux ne sont que la partie immergée de l'iceberg de notre changement de pédagogie, mais nous ne le savons pas encore. Nous n'en sommes pas du tout là. Nous sommes juste en récréation après un retour de petites vacances, et nous constatons une fois de plus que rien ne va plus. Revenons à notre récré. Les enfants, c'est un constat, sont violents dans la cour. Comment des petits enfants d'une école du centre de Paris sont-ils capables de commettre autant d'incivilités envers les autres? Nous les enseignants.es sommes au bout de nos stratégies pour les canaliser. On rêve de relations apaisées. Mais on ne sait plus comment faire. Quand je regarde des enfants jouer dans une cour de récré en maternelle, je me dis que j'ai devant mes yeux la société de demain. Ce sont ces petits enfants qui seront adultes dans 20 ans et qui feront le monde. Il y a un enjeu crucial dans l'éducation. Il ne faut pas se louper. Certes, on peut se dire qu'ils ont toutes ces années pour apprendre à se désauvager. Peut-être qu'on est juste au début de leur éducation. Peut-être qu'on vieillit et qu'on fatigue, qu'on voudrait les voir plus réceptifs à nos attentes, qu'on voudrait des résultats. Clairement, on est en crise, mes collègues et moi, et notre ras-le-bol se cristallise lors de la récréation. Peut-être, mais en tout cas ce sentiment d'impuissance a été déterminant dans notre prise de conscience que quelque chose ne tournait plus rond et qu'il fallait que ce quelque chose, change. Depuis, beaucoup de choses ont changé, y compris dans la cour, j'y reviendrai. Mais bizarrement, après plusieurs années, la cour de récréation reste un lieu d'observation privilégié des comportements des enfants parce que tout y est visible, mais aussi pour tout ce qui est invisible. Bon, on n'a pas vraiment pu parler. Trop d'agitation et de disputes à gérer. Je tape dans les mains. La récré, c'est fini pour ce matin. On a fermé une classe. Petit retour dans le passé. Il y a 2 ans, l'année scolaire touchait à sa fin quand la nouvelle nous est tombée dessus par une jolie journée de la fin du mois de juin. Nous étions sans doute en train de déjeuner ensemble dans la salle des maîtresses. Le directeur de l'école à cette époque ne partageait pas beaucoup de temps avec nous, occupé qu'il était par ses multiples tâches administratives et réunions diverses, et aussi peut-être par le manque d'intérêt que nos discussions suscitaient chez lui. Nous étions donc 5 maîtresses à discuter de la fin de l'année quand il débarque pour nous dire « On nous ferme une classe. À la rentrée prochaine, il n'y aura plus que 4 classes. » Et il se tait, le visage fermé, attendant notre réaction qui ne vient pas. Je finis par dire pour rompre le silence. Là, maintenant? Mais pourquoi nous et au mois de juin? Il reste quelques jours d'école, et on a déjà tout organisé pour la rentrée prochaine. Le directeur me jette un regard assassin. On pourrait croire qu'il croit que je suis de connivence avec les instigateurs de cette fermeture. Je sais que ce n'est pas moi qui suis visé. Il est juste abasourdi par cette annonce brutale, l'absence de concertation, l'absence totale de transparence de la part de sa hiérarchie, de l'inspectrice de circonscription au recteur d'académie, le moment de l'année où cette fermeture est décidée. C'est un manque de respect dans sa fonction de directeur, un mépris de ses compétences et de son travail. Cette prise de décision est le reflet du peu de considération dont les directeurs et directrices d'école sont l'objet.
Parfois on voit de grandes banderoles sur le devant d'une école avec écrit au gros feutre « Non à la fermeture de classe ». Ou on peut lire dans la presse, pour peu qu'on s'y intéresse, que des écoles rurales ferment des classes. Généralement, suite à une décision de fermeture de classe, les parents d'élèves se mobilisent. Une délégation va voir le maire, demande un rendez-vous au rectorat. Parfois en plus des banderoles accrochées au fronton de l'école, les parents font des opérations commando. Ainsi, il y a de cela plusieurs années, des parents d'élèves avaient déménagé tout le mobilier de ma classe dans la rue devant l'école à côté du centre Beaubourg à Paris, pour protester contre une fermeture de classe et la suppression de mon poste. C'était sympa à eux, mais cela n'a eu aucun effet à part de provoquer un énorme embouteillage et de faire débarquer les policiers. Mon poste a été supprimé et j'ai changé d'école. C'est la vie et circuler. Mais comment et pourquoi ces fameuses fermetures sont-elles décidées ? C'est tout simple. De faut que le nombre d'élèves dans l'école pendant 2 années, parfois plus consécutives, tombe en dessous d'un certain seuil. Des gens très compétents se réunissent et regardent ce qu'on appelle la carte scolaire. Et bing! Ils pointent du doigt les écoles avec une baisse des effectifs. Et ils décident de fermer une classe pour faire remonter les effectifs et gagner un poste d'enseignant. C'est la logique du chiffre. On n'y peut pas grand-chose et même je dirais qu'elle est relativement juste. Qu'est-ce qui est injuste alors ? D'abord ce qu'on appelle des effectifs. Ce ne sont pas des petites figurines en plastique avec des cheveux amovibles mais des enfants de chair et d'os, des petits .es humains.es quoi, et que dès qu'on parle d'êtres humains, la pure logique du chiffre commence à être injuste. Ensuite, parce que cette logique du chiffre dépend quand même d'autres choses difficiles à quantifier, qu'on passe un peu sous silence, une logique plus politique. C'est plus facile de fermer une classe dans certains quartiers où les parents sont moins mobilisés en tant qu'électeurs tristes que dans d'autres. Il faut quand même relativiser cet argument. Ce n'est pas un maire qui décide une fermeture de classe mais bien l'Éducation nationale. Le maire est consulté ou informé. Selon sa propre influence politique ou notoriété, évidemment son avis consultatif sera plus ou moins pris en compte. Je n'ai jamais vu une action de parents d'élèves arriver à ses fins, une fois la décision de fermeture actée. Mais l'implication en amont des parents peut dissuader ou retarder cette décision. Ce qui est injuste aussi, c'est que certains directeurs tristes truquent leurs effectifs. On parle d'élèves fantômes, des enfants qui ne se sont jamais présentés mais qui n'ont pas été radiés de l'école. Ils sont là administrativement, mais pas en vrai. Bon, cela joue un peu à la marge parce qu'il n'y a pas tant que cela d'élèves fantômes et puis c'est de bonne guerre. Un directeur trice qui garde ses élèves fantômes le fait pour le bien de son école. Ou son bien propre aussi parce elle n'a jamais intérêt à avoir une fermeture de classe pour des raisons que je vais expliquer plus loin. Ce qui est injuste surtout c'est que le nombre possible et légal d'élèves dans une classe est très, on pourrait dire trop, élevé. Bien sûr selon que l'on est enseignant sur le terrain ou conseiller pédagogique, inspecteur trice non chargé de classe et bien sûr recteur trice d'académie ou même, visons ministre de l'Éducation nationale, on ne voit pas les choses de la même manière. Je connais une conseillère pédagogique qui affirme avec une voix tranquille en formation pédagogique. Le nombre d'élèves par classe n'est pas déterminant de la réussite des élèves. Toutes les études le montrent. Silence glacial dans la salle. J'aimerais bien savoir où sont ces études. Mais surtout je me demande bien alors pourquoi on restreint le nombre d'élèves à 25 en moyenne dans les classes de réseau d'éducation prioritaire ? J'aimerais bien savoir pourquoi toujours en formation nous sommes une quinzaine par groupe et pas 30. Enfin, qui peut penser que la densité d'enfants dans un espace n'a pas d'impact sur la qualité des relations de ces enfants entre eux, et donc de leur capacité à apprendre. On exige des enfants une promiscuité que peu d'adultes sont capables de supporter. Quand une école est visée par une fermeture de classe, généralement l'équipe enseignante et les enfants ont vécu 1 ou 2 années de bonheur avec des classes à 21 ou 22. Mais cet état ne dure pas car si cet effectif se confirme, la 3e année, une classe est fermée et les effectifs remontent à 30 ou 31 enfants par classe, ce qui est plus conforme à l'idée que se fait le ministre et ses acolytes d'un groupe d'enfants de 3 ans, ou plus censés apprendre quelques fondamentaux. Pour revenir à notre fermeture personnelle, elle fut décidée au mois de juin, ce qui épargna aux parents d'élèves de se mobiliser trop longtemps pour protester.
Quelques jours plus tard, tout le monde partait en vacances. Quelques jours que nous mîmes à profit, cela tombait bien, les fins d'année scolaires sont toujours un peu mornes. Pour reconfigurer une école de 5 classes avec une vingtaine d'élèves par classe. C'est vrai, on était à la limite de la fermeture, on aurait dû s'en douter, à une école de 4 classes avec 29 élèves par classe, et bien sûr de se dire adieu, car qui dit fermeture de classe dit fermeture de poste. Bye bye collègues. Chez nous, cette fermeture eut des conséquences que je qualifierais de un mal pour un bien. Comme quoi? J'imagine notre directeur recevant la nouvelle par mail sur son ordi dans son bureau de directeur. Bien sûr, l'inspectrice n'avait pas pris la peine de lui téléphoner pour annoncer la mauvaise nouvelle. Il est silencieux et sent la colère monter en lui, mais reste dans le contrôle total de ses émotions. Puis il descend l'étage qui le sépare de notre salle des maîtresses et forcément pendant cette petite minute, il s'est projeté dans un avenir à moyen terme. Il va devoir reprendre une classe à mi-temps. Je ne voudrais pas me perdre dans des détails, mais il est nécessaire de savoir qu'à Paris, la mairie prend à son compte la décharge des directrices d'école primaire à partir de 5 classes. Cela signifie que la majorité d'entre eux, elles ne sont pas devant des enfants mais dans un bureau à faire des tâches administratives, sollicitent @aigu.es à la fois par la mairie et l'éducation nationale. La mairie paie l'éducation nationale des enseignants.es remplace cdient.es pour ses directrices, à plein temps ou à mi-temps pour les écoles de moins de 5 classes. Bref, dans l'escalier, Arnaud, le directeur de l'école, sait au moins une chose. Il va se retrouver devant des élèves à brève échéance, et il sait que c'est très important comme changement. C'est ainsi que nous avons terminé cette année-là, 2 ans avant notre révolution. C'en était déjà une de petite révolution, moins de classes, plus d'élèves. Pour compenser cette décision de fermeture arrivée tardivement dans l'année scolaire, l'administration octroya une année supplémentaire de décharge au directeur qui ne fut pas chargé de classe dès la rentrée suivante, mais à la rentrée de l'année d'après, cette fameuse année de toutes les remises en question. Et le fait qu'Arnaud devint un collègue à part entière est très important pour la suite. Une équipe. La grande force de notre école, c'est qu'on est une équipe. Mais il y a qui dans votre équipe? Le directeur à mi-temps de retour en classe après une pause de 10 ans, une maîtresse à mi-temps, 2 jeunes stagiaires en responsabilité, pleines de bonne volonté, 2 vieilles maîtresses, enfin pas si vieilles que ça, disons avec 20 ans d'expérience, en quête de reconversion. Bref, une équipe qui gagne. Oh là là! Et les enfants? Ils sont horribles, surtout en récré. La classe 2 est déjantée. Je ne te parle pas de la classe 3. Et les petites sections n'ont jamais été aussi dures. En classe 4, il y a une expérience de classe double niveau petite section, grande section. Faut demander à la maîtresse ce qu'elle en pense. Et les stagiaires, c'est qui? À la 2e rentrée scolaire après la fermeture de classe, le directeur de l'école reprit donc une classe à mi-temps. Ce fut une grosse remise en question pour lui. Il avait eu le temps d'y réfléchir pendant 1 an. Je m'appelle Arnaud, j'ai 47 ans et je suis le directeur depuis 10 ans de l'école maternelle dans le 6e à Paris. Après la fermeture d'une classe de l'école, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. J'avais le choix. Je pouvais demander à être directeur dans une autre école pour garder mon poste à plein temps. Je pouvais aussi rester directeur ici, et être en classe la moitié de la semaine. J'avais été prof des écoles pendant 10 ans en banlieue parisienne. J'étais devenu directeur. En banlieue et presque partout en France, peu de profs veulent être directeurs car c'est une grosse responsabilité, beaucoup de travail supplémentaire. On a une indemnité, c'est vrai. Enfin, tout dépend de l'endroit où on exerce. La réalité du terrain est très diverse. En tout cas, à mon arrivée à Paris, j'étais directeur mais j'ai dû repasser l'entretien de directeur, comme si être directeur en banlieue ne comptait pas. Après, je n'ai pas eu de poste tout de suite. J'étais en classe et j'ai fini par atterrir ici. Le poste n'était pas demandé, parce qu'il n'y avait pas de logement de fonction dans l'école. C'était à prendre comme ça. C'est évidemment un gros avantage d'être logé à Paris. Surtout dans les écoles du centre de Paris. J'ai attendu pas mal d'années, avant qu'un logement ne soit rénové. Tout allait bien pour moi quand il y a eu cette fermeture de classe. À cette époque de ma vie, je me posais pas mal de questions sur le sens de ce que je faisais en tant que directeur.
J'avais quand même choisi ce métier pour être avec les gamins, pour transmettre, enseigner quoi. Alors là, cela faisait 10 ans que j'étais dans mon bureau toute la journée. J'en avais marre. Finalement, cette fermeture de classe et tout ce que cela a impliqué a été un déclic pour moi. Alors je suis restée dans l'école. Et j'ai eu une classe partagée, avec un complément de direction. Comme le directeur était à mi-temps et qu'une des enseignantes l'était aussi, on a eu des compléments de mi-temps, on dit comme ça dans l'éducation nationale, je suis le complément du directeur. Cette année-là, l'éducation nationale avait changé le mode de formation de ses profs des écoles. Nous, les anciens .NES, ne comptions plus les changements de nom de l'endroit où on formait les profs. Moi je disais IUFM et les gens, de mon âge, comprenaient mais les plus vieilles que moi disaient encore école normale, ce qui me faisait hurler de rire quand j'ai débuté. Et puis l'IUFM s'est transformé en E aigu SPE aigu, et j'ai compris que j'étais passé dans une autre catégorie d'enseignants.ES, qui ont des enfants de l'âge des stagiaires qui nous arrivaient tous les ans. Toujours un peu plus jeunettes, et oui, toujours des filles. Depuis, cela a encore changé de nom d'ailleurs, cela s'appelle l'INSPE, je ne sais même plus le prononcer. Cette année-là donc, les compléments de direction et de mi-temps n'étaient plus des enseignants.ES titularis aigu.ES, même en début de carrière, mais des stagiaires qui donc étaient encore en formation. À mon époque on aurait dit des P1, professeurs première année, mais les P1 de ma jeunesse faisaient des stages de 3 semaines, ils n'avaient pas la responsabilité d'une classe sur toute une année. Si on avait des difficultés, notre calvaire ne durait que quelques semaines et les enfants n'en subissaient les conséquences que sur une très courte durée. On ne faisait pas croire aux parents et aux enfants que la maîtresse ou le maître qui complétait l'autre en titre était un prof comme les autres tout à fait compétent et qui savait très bien où il allait. C'est ainsi que nous vîmes débarquer le jour de la pré-rentrée non pas une mais 2 jeunes femmes stagiaires, Lou et Virginie. Il faut bien débuter, c'est vrai. Elles étaient ultra sérieuses, pleines du désir de bien faire et d'ailleurs elles ont fourni un super travail toute cette année. Parce qu'en plus d'être responsables de leur classe en partage avec une autre personne, ce qui n'est pas toujours facile, ces 2 stagiaires étaient sans arrêt conseillés par toutes sortes de personnes de l'ESPE, plus ou moins bienveillantes, plus ou moins compétentes. Il y eut ainsi entre autres, Monsieur Patate, prof de l'ESPE qui vu son âge et ses conseils, devait déjà être prof à l'école normale. Ce monsieur était prof de maths dans une vie antérieure, mais il avait dû être devant une classe d'élèves seulement les 5 années réglementaires et en plus vraisemblablement dans un lycée 40 ans plus tôt. Et depuis, il visitait les profs stagiaires et prodiguait sa morgue et sa malveillance avec beaucoup d'aplomb. Il était très méchant avec Lou, pour se venger de je ne sais quoi. Sûrement cet homme était-il malheureux sinon pourquoi. Alors quand il venait lui rendre visite, on disait plein d'horreurs sur lui dans la salle des maîtresses pour la faire rigoler un peu et dédramatiser. Et puis, il y avait aussi la conseillère pédagogique. Elle était à son affaire, c'était son rôle, conseiller. C'est une intervenante obligée de la vie de l'école puisqu'elle est la conseillère pédagogique de notre circonscription. Quel nom bizarre, cela veut dire en gros de notre arrondissement, district diraient les anglo-saxons, ce n'est pas vraiment mieux à écrire et dire. Notre conseillère est loin d'être une méchante femme, mais elle est un pur produit de l'éducation nationale, contente de sa façon de fonctionner. J'aurai l'occasion de la présenter plus en détail plus tard, dans les années qui vont suivre. C'est sympa d'avoir des stagiaires dans une école. C'est moins sympa quand ces stagiaires sont là toute l'année et sont censées faire et connaître le travail comme si elles n'étaient pas débutantes. Mais en vrai elles sont encore en formation et ne savent pas du tout comment fonctionne une école, ce qui est normal puisqu'elles sont stagiaires. Il y a des endroits où des étudiants stagiaires très compétents font des photocopies. Chez nous on les parachute devant 27 enfants de 3 ou 4 ans pendant toute une année. Alors comment concrètement cela s'est passé ? Avec ces stagiaires ? Avec ces stagiaires et avec un directeur qui se trouvait pour la première fois de sa vie, devant une classe d'enfants de maternelle. Oui. Donc si j'ai bien compris, votre école comprenait 2 stagiaires complètement débutantes, un directeur de nouveaux débutants et qui d'autre ? Ben y avait aussi Géraldine, Stéphie et moi, Emmanuel. Et bien sûr tous les autres membres de l'équipe qui ne sont pas enseignants. Nous étions donc 3 enseignantes titulaires, et je dirais expérimentées. Que veut dire expérimenter ? Une école,
c'est une petite entreprise qui doit avancer tout au long de l'année. Elle ne fait pas de commerce, ni de bénéfices ou de déficit, il n'y a pas de charge financière. Les enseignants.es des écoles publiques ont l'immense privilège de ne pas compter les sous, enfin les leurs un peu mais comme tout le monde. Travailler dans une école suppose une totale liberté vis-à-vis de l'argent. Les profs sont tous plus ou moins payés pareil en fonction de leur âge, et les autres personnels aussi. Est-ce un bien ou pas? En tout cas, cela laisse la tête dispo pour penser au reste. Tout le reste qui fait notre travail. Pendant une année scolaire, il faut organiser les choses pour que le déroulement de l'année se passe bien avec ses moments forts, les événements, les fêtes, les reprises, mais aussi son organisation matérielle, rangement du matériel, des fournitures, des manteaux des enfants, des ballons, des documents pédagogiques, l'organisation du temps, les horaires de récréation, les créneaux de sport, de sieste, l'organisation de l'espace, occupation du préau, de la salle des apostrophes, arts plastiques, de la ludothèque, les allées et venues des enfants dans les escaliers, les entrées et les sorties. Toute cette organisation est indispensable au déroulement de l'école. Le temps qui y est consacré n'est comptabilisé dans aucun horaire. Quand vers le mois d'avril arrivent 30 cartons de commandes de fournitures scolaires déposés dans l'entrée de l'école, il faut les monter au premier, ou les descendre à la cave comme vous voulez, les vider, pointer les commandes et les ranger ou les distribuer dans les classes. Quand dans une école de 4 classes, vous avez 2 stagiaires à mi-temps, une maîtresse à mi-temps, mais qui en l'occurrence est toujours présente pour ce genre de choses, un directeur débordé à mi-temps, cette tâche repose sur les 2 ou 2,5 maîtresses qui sont là tout le temps. On n'est pas 4 pour faire le boulot, on est 2,5. Comment demander à des stagiaires d'avoir une vision de ce qui va se passer dans l'année, alors qu'elles ont du mal à préparer leur journée du lendemain? Le directeur était dans le même état, à courir après la préparation de ses séquences et de son matériel. C'est donc en grande partie sur Stéphie et moi que reposa cette année-là la charge mentale de l'école. Et les stagiaires, elles en pensent quoi? Lou, tu veux nous dire? Je n'ai rien à ajouter par rapport à ce qu'a dit Emmanuel, à part une chose. Souvent le soir, l'une ou l'autre des maîtresses de l'école venait me voir dans ma classe pour me remonter le moral, faire le point avec moi sur ce qui s'était passé dans la journée, me conseiller. Cela a été une année très dure. Je partageais la classe avec Géraldine. Quand j'ai été nommée dans cette école, je n'aurais jamais pensé que les enfants seraient aussi difficiles. Malgré tout, j'aurais voulu rester là l'année suivante, surtout avec le projet qui se préparait. Parce qu'il y avait vraiment une ambiance très bienveillante au sein de l'équipe. Je ne savais pas si je retrouverais cela ailleurs. Stéphie, Géraldine, vous pouvez me parler un peu de vous? Je m'appelle Géraldine. J'ai 36 ans et je suis à mi-temps dans cette école. Je partage ma classe avec Lou. Je suis arrivée il y a quelques années, et j'ai toujours travaillé à mi-temps. C'est un choix mais cela comporte beaucoup d'inconvénients, j'en suis consciente. L'année se passe plus ou moins bien selon la personne qui nous complète. C'est très variable et hélas, cette personne change tous les ans. Cela serait beaucoup plus positif si on pouvait toujours travailler avec la même personne mais ce n'est jamais possible. Surtout depuis que ce sont des stagiaires qui nous complètent. C'est peut-être une façon d'avoir des compléments de poste à moindre frais. On ne sait pas mais on ne peut pas s'empêcher d'y penser quand même. La personne qui partage la classe est débutante et d'une certaine manière, on se sent obligé de la guider alors qu'on n'a pas pris un mi-temps pour cela, qu'on n'est pas formatrice et en plus on n'est pas à l'école. Du coup le boulot revient à mes collègues qui sont là tout le temps, et ça c'est culpabilisant. Cette année-là, je me suis continuellement sentie écartelée entre mon métier que je voulais faire bien, et mon choix d'être aussi présente à la maison. Je suis Stéphie et je suis la maîtresse des petits. J'ai 45 ans. Cela fait 20 ans que j'enseigne en maternelle comme Emmanuel. C'est vrai que cette année a été dure. On l'a dit déjà, les enfants, la charge de responsabilité qui nous incombait, la routine peut-être aussi. Avec Emmanuel cette année-là, on cherchait un plan B. Fleuriste, sinon quoi? Cette année-là, je me suis sentie lasse de l'école. Je n'étais pas la seule. Emmanuel aussi. On en rigolait le matin. Mais au fond de moi, je sentais qu'il fallait que je trouve quelque chose sinon cela risquait de mal tourner. Pourtant, on avait encore des projets qui me tenaient éveillée la nuit.
Oui, je suis un peu insomniaque en période scolaire. On préparait le carnaval par exemple comme tous les ans. La fabrication des costumes et la répétition du spectacle étaient des moments forts de l'école qui nous accaparaient pendant près d'un mois. Mais j'avais la nostalgie d'années où je me sentais plus enthousiaste, plus créative. Surtout, les enfants de la classe étaient vraiment durs. Je sais, on l'a déjà dit, mais cela a été très important, non ? Pourquoi les trouvions-nous si difficiles à gérer ? Est-ce qu'on était trop vieilles ? Pourtant, on travaille dans un coin très privilégié socialement. Qu'est-ce que je dirais si j'étais dans une école d'un quartier défavorisé ? Cela fait aussi que je me sentais coupable. C'est peut-être normal cette remise en cause au bout de presque 20 ans d'enseignement. Je réfléchissais vraiment à une reconversion. On en discutait avec Emmanuelle. Elle avait des projets de site pour les gamins de 18 ans qui rentraient dans l'âge adulte et qui ne savaient pas tout ce qui allait leur tomber sur la tête. Elle avait déjà écrit un livre. Peut-être qu'elle pourrait en écrire un autre ? Moi, je n'avais pas de projet. Je ne sais faire que cela, maîtresse de maternelle, de petite section. C'est dingue quand on y pense comme ce métier est à la fois routinier et comme il faut se remettre en question tous les ans. Parce que tous les ans certes vous recommencez la même chose, mais avec 30 gamins nouveaux. Imaginez devoir refaire connaissance avec 30 inconnus, qui en plus pendant un certain temps vous détestent. Ils ne savent rien faire. C'est à peine s'ils savent marcher pour certains. Un rien les fait tomber par terre. Chaque année tout est à recommencer. C'est peut-être cela qui nous a pesé. Cet éternel recommencement. J'ai un peu déliré, et Emmanuelle aussi. Moi, je me voyais bien fleuriste. Mais c'était du fantasme pur. Quand sont arrivées les vacances de février, j'étais passablement déprimée. Et puis j'ai repensé à Lou, notre jeune collègue, et à ce dont elle avait parlé un jour en salle des maîtres. On était tous là. Arnaud aussi sans doute, mais je ne crois pas qu'il ait été aussi attentif que nous à ce qu'elle disait. Généralement, on était assez désolé pour les stagiaires, de ce qu'on exigeait d'elles pendant leur formation. Comme si ce n'était pas assez dur d'avoir une classe toute l'année, il fallait qu'elles écrivent des dossiers sur telles problématiques qui nous semblaient totalement déconnectées de la réalité du terrain. On en revenait toujours là d'ailleurs, mais cela nous énervait. On sentait déjà que quelque chose ne collait pas, mais c'était difficile à exprimer. Quand on a mis des mots sur le malaise qu'on ressentait, depuis qu'on parle de bien-être, de compétences sociales, de lâcher prise et qu'on a réfléchi sur ce que cela implique, on se sent mieux mais on en était encore très loin. Lou est la plus jeune de nos stagiaires, et elle était vraiment en difficulté dans la classe. On l'a déjà dit. Elle était pourtant très sérieuse et curieuse du métier d'enseignant, et on aimait bien discuter avec elle de ce qu'elle apprenait en formation. Un jour, elle nous a raconté qu'elle avait été visiter une classe de maternelle dans le 16e arrondissement avec une de ses profs. Cette visite n'était pas du tout officielle, voire secrète. Cette classe était composée d'enfants des 3 sections mélangées comme en milieu rural. Des petits, des moyens et des grands donc. Lou nous décrivit des activités étranges. Les enfants allaient chercher des plateaux rangés à leur hauteur qu'ils prenaient selon leur gré. Sur chaque plateau était installée une activité que la maîtresse nommait pratique. Cela pouvait être une petite carafe à remplir pour verser de l'eau dans un verre, des graines à transvaser d'un bol à l'autre à l'aide d'une petite cuillère, des cadenas à ouvrir ou fermer et plein d'autres. Tout le matériel était en verre ou porcelaine, donc potentiellement fragile et coupant. Les enfants de tous les âges pouvaient choisir un de ces plateaux quand ils voulaient, et y exercer entre autres leur motricité fine et leur concentration. La maîtresse intervenait peu, même si un plateau était renversé et de l'eau répandue. L'enfant allait alors chercher un linge pour nettoyer. Lou nous disait que l'atmosphère de la classe était étonnamment paisible, ce qui ne pouvait que nous interpeller. Je crois qu'on était en quête de cela, une atmosphère apaisée. Géraldine rebondit sur ce qu'avait raconté Lou. Elle nous avait déjà expliqué qu'elle avait essayé de mettre en place dans sa classe ce type d'activité. Mais elle pensait qu'il fallait tout reprendre parce qu'elle s'y était mal prise, elle avait été trop vite. Elle insista sur le fait qu'il fallait prendre son temps. Ces 2 idées, l'apaisement et le rapport au temps, allaient faire leur chemin dans nos têtes les années à venir. Elles ont pris naissance ce jour-là, avec la description de Lou.
Un autre aspect de ce qu'elle nous raconta allait aussi être important, surtout pour les mois suivants. Le secret. Ces activités avaient été mises en place en cachette, et l'institution, si elle s'y intéressait, le faisait en secret. Ce que nous raconta Lou ce jour-là m'avait chamboulé, et pourtant ce n'était que quelques plateaux et quelques graines à transvaser. Avais-je perçu l'immense changement que cela supposait? Non, sans doute. Mais Lou avait raconté une autre façon de travailler, notamment cette classe, où les âges étaient mélangés. Et puis cette visite en cachette m'avait étonnée. Pourquoi une prof de l'ESP avait jugé utile de la montrer à des stagiaires, mais sans avertir l'institution? Quelques jours plus tard, nous partions en vacances d'hiver. Comment en suis-je venue à faire une recherche sur Céline Alvarez? Je ne sais plus si c'est Lou qui avait prononcé son nom, ou bien Géraldine qui la connaissait déjà. En tout cas, ce que je trouvais sur elle, et son travail me fascina. Ce que m'inspire l'expérience de Gennevilliers en mars 2016. Au moment où j'écris, je prends conscience à quel point en quelques années les lignes ont bougé dans l'éducation nationale. Certes, beaucoup de cheminements nous attendent, et tous les acteurs, depuis les enseignants sur le terrain jusqu'aux recteurs d'académie, en passant par les diverses couches des inspecteurs et bien sûr en remontant jusqu'aux ministres, tous ces gens qui travaillent au sein de l'éducation nationale n'ont pas choisi les mêmes chemins. Certains ne veulent pas s'engager sur certaines routes par idéologie, par peur, par routine, par absence de réflexion ou parce qu'ils ont d'autres idées sur la question. Pourtant, on ne peut nier que du chemin a été parcouru, sur notre route à nous. Au printemps 2016, on en était loin. Céline Alvarez, que nous allions découvrir les semaines et les mois suivants, était encore une inconnue pour nous et la plupart des gens qui s'intéressaient à l'éducation des jeunes enfants. J'en avais vaguement entendu parler quelques années auparavant mais sans m'y intéresser, au détour d'un article à propos de son travail. Dans l'article en question, était raconté comment une jeune enseignante dans une classe d'un quartier défavorisé avait mis en place un enseignement novateur et avec des résultats surprenants. Je ne me souviens plus avoir lu en quoi consistait cet enseignement, ni la teneur exacte des résultats. Je ne sais plus si l'article racontait alors comment l'aventure s'était finie, si elle était déjà finie d'ailleurs. Je ne me souviens même plus de ce que j'en avais pensé alors. Sans doute plutôt un désintérêt agacé. J'avais moi-même travaillé pendant 10 ans en zone d'éducation prioritaire en maternelle, ZEP c'est le mot de l'époque, avec beaucoup d'enthousiasme et de passion et peut-être avais-je ressenti à la lecture de cet article une jalousie mal placée du genre. Moi aussi j'ai fait du bon boulot là-bas, on pourrait le reconnaître. Bref, de Céline et ses petites aventures, je ne savais rien ou pas grand-chose. Et pourtant il s'en était passé de belles pendant les 3 ans de ce qu'elle a appelé l'expérience de Gennevilliers, et pendant les 3 années qui suivirent. En 2016, Céline Alvarez était entourée d'une brume mystérieuse et un peu sulfureuse. Car ce qu'on disait alors sans trop savoir ce qu'il en était, c'était qu'elle s'était fait virer de l'éducation nationale. À part quelques cas très avérés de pédophilie, il est rare qu'une telle décision soit prise. Alors on pouvait se demander ce que Céline Alvarez avait fait pour en arriver là. D'ailleurs même, après toutes ces années, j'ai du mal à comprendre ce qu'il en a été vraiment. Elle s'est finalement peu exprimée elle-même sur le sujet. Ce que chacun peut savoir maintenant, disons la version officielle, c'est qu'on lui a demandé de changer sa façon de travailler. Elle a refusé et préféré donner sa démission. En fait, l'expérience de Gennevilliers était vraiment pour Céline Alvarez une expérience. Dans la vraie vie, elle n'est pas maîtresse d'école mais linguiste, et elle a voulu mettre en place en grandeur réelle des théories qu'elle avait et qui lui venaient de l'étude des travaux de Maria Montessori sur le développement de l'enfant, sa capacité à apprendre et les conditions à mettre en place pour qu'il puisse apprendre. Une fois cette expérience menée et les conclusions à en tirer faites, Céline avait sans doute en tête de retourner à ses travaux et de guider les enseignants dont c'est vraiment le métier dans leur pratique. C'était ça l'idée. Mais cela ne s'est pas vraiment déroulé comme ça. Céline a donc passé le concours de prof des écoles, on va dire incognito. Puis elle a eu une classe à elle. Au début elle était à Neuilly, et cela ne lui a pas convenu. Les enfants étaient socialement favorisés, ce qui nuisait à la démonstration du rôle de la pédagogie Montessori dans leurs résultats scolaires. Il lui fallait donc un terrain expérimental approprié,
et c'est comme cela qu'elle a eu cette classe de Gennevilliers. C'est à l'époque ce que nous, mes collègues et moi, avions recueilli comme info. Plus tard, on a affiné et j'en reparlerai. Mais pour l'instant, ce qu'on savait se résumait à cela. L'expérience de Gennevilliers était le nom de son blog. Le blog était très bien fait. Il comportait une partie théorique sur le développement du cerveau de l'enfant, sur les travaux de Maria Montessori, puis des vidéos réalisées en classe sur le terrain. Ces vidéos concernaient ce qu'on appelle les activités pratiques. Céline Alvarez avait quitté l'éducation nationale pour des raisons obscures, mais qui étaient liées au rejet par l'institution de ce qu'elle avait mis en place. L'expérience de Gennevilliers, toute expérience qu'elle soit, avait été réalisée dans des conditions réelles de terrain. Les vidéos montraient une classe très paisible, où les enfants apprenaient dans la joie et la bonne humeur. Les familles qui témoignaient étaient enthousiastes. C'est ce qu'on avait compris, et c'est aussi ce qu'on croyait. Depuis, beaucoup a été écrit sur cette expérience qui bizarrement a déclenché des réactions très extrêmes. D'une part, les tenants de la pédagogie Montessori reprochent à Céline Alvarez de reprendre à son compte des théories de Maria Montessori, et aussi de s'en être extraite pour faire évoluer sa réflexion. Céline serait une traître à la cause montessorienne, en tout cas à la mise en œuvre par des éducateurs d'une pédagogie dite Montessori dans des écoles du même nom. D'autre part, complètement à l'opposé, certains lui reprochent l'expérience de Gennevilliers qui aurait été menée dans un cadre particulier, une expérience parachutée en quelque sorte, en dehors de toute collaboration avec une équipe éducative déjà sur place. Et enfin, au-delà de ce cadre expérimental, l'utilisation de ce fameux matériel et de sa mise en place fâche l'institution pour des raisons variées que j'essaierai d'exposer. Mais nous ignorions ces querelles et d'ailleurs, nous nous y intéresserons fort peu au cours des années qui vont suivre. À ce moment de notre réflexion, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'on ait eu envie nous aussi de tenter notre expérience. Céline Alvarez a été à l'origine de cette envie. Sans elle et ce qu'elle a mené, jamais nous n'aurions évolué ainsi dans nos pratiques. Elle a mis des mots sur notre mal-être et apporté des réponses à nos questions. Diverses réflexions sur les classes à niveau mélangé. Cette année-là, une expérience était tentée dans la classe d'Emmanuel, accueillir à la fois des enfants de petite section PS et de grande section GS. Avant d'aller plus loin dans le récit, et afin de bien comprendre l'enjeu des classes à plusieurs niveaux, voici une explication des conditions institutionnelles de l'accueil des enfants en maternelle. Mode d'emploi de l'accueil des enfants à la maternelle par âge. La maternelle en France comporte 3 âges qui correspondent à des sections, petite section PS, moyenne section MS et grande section GS. La petite section est la première année de maternelle. Un petit enfant qui entre à l'école en septembre doit avoir 3 ans avant le 31 décembre. Celui qui est né le 2 janvier attendra l'année suivante pour y faire son entrée. Celui qui est né le 30 décembre ne peut attendre l'année suivante. Ou alors, il entrera directement en moyenne section. Il n'y a aucune souplesse et l'âge d'entrée à la maternelle est déterminant de l'âge qu'auront les étudiants qui passeront le bac. Normalement 18 ans, mais ceux qui sont nés après le mois de juin ont d'une certaine manière leur bac à 17 ans, et quelques mois. L'enfant qui a redoublé, on dit maintenu c'est plus joli mais c'est pareil, aura son bac à 19 ans, parfois 20 ans, etc. La question du maintien ou redoublement est un vaste sujet, et comme souvent en éducation, chacun a son avis sur la question. Si l'on s'en tient à la maternelle, un enfant n'y est maintenu que s'il est officiellement reconnu en situation de handicap, c'est-à-dire si ses parents ont fait volontairement les démarches auprès de la MDPH, Maison du handicap. C'est toujours un moment douloureux pour les parents de reconnaître que leur enfant est en situation de handicap. Cela met bien sûr un mot sur une difficulté, et augure bien souvent un long parcours de galère pour scolariser son enfant. Mais s'obstiner à ne pas le faire ne règle généralement aucun problème. L'enfant certes poursuit sa scolarité comme si de rien n'était. Mais en fait, il est en souffrance, il met son environnement en souffrance. L'enseignant dans ce cas n'a aucune aide extérieure et se retrouve seul à le gérer en plus des autres, et finalement ces difficultés le rattraperont car il n'y a pas de miracle. Quelle que soit la raison du redoublement,
cela décale forcément l'âge de l'obtention du bac et honnêtement on s'en fiche un peu, non? Mais certains bizarrement ne s'en fichent pas. Alors il y a toujours quelques parents qui voudraient faire entrer leur enfant né en janvier ou février à l'école, comme ceux de l'année précédente. Leurs motivations sont obscures. Officiellement, les raisons invoquées sont la maturité de leur enfant, sa précocité. Oui, un petit enfant né en janvier est plus en avance que son copain né en décembre de la même année. Il a vécu près d'1 an de plus que lui. Sur 3 ans de développement, cela compte. Mais si ce même enfant parfaitement à l'aise se retrouve à l'école 1 an trop tôt, peut-être perdra-t-il sa belle maturité d'enfant de 2 ans. Certes, certaines écoles acceptent de scolariser ces enfants nés en début d'année suivante. On crée alors ce qu'on appelle une toute petite section, soit 1 an avant l'année normale d'entrée à la maternelle. À cela, plusieurs explications et quelques réticences. La scolarisation des enfants de 2 ans se justifie parfois si l'enfant est issu d'un milieu familial non francophone, ou dont le niveau linguistique est faible. Ces 2 cas sont assez différents. Dans le premier cas, si le niveau de langage de la famille non francophone est bon, le petit enfant apprendra sans difficulté à parler français en entrant à l'école à 3 ans. Mon expérience d'enseignante me donne à penser, rien de scientifique là-dedans, que cet enfant apprend le français plus ou moins vite selon qu'il a ou non des interactions sociales avec les autres enfants et les adultes, selon l'intérêt de ses parents en ce qui concerne l'école, selon peut-être la langue d'origine et le nombre de langues déjà parlées à la maison. En tout cas, si d'autres difficultés ne viennent pas interférer, cet enfant-là va développer une compétence en français suffisante à son entrée au cours préparatoire 3 années plus tard. Le faire entrer à l'école à 2 ans certes le confrontera plutôt à un environnement francophone, mais à un âge où il est encore presque un bébé. N'oublions pas qu'en pédiatrie un enfant est un bébé jusqu'à 36 mois. Le bénéfice de le plonger dans cet environnement sera perdu par l'angoisse générée par les conséquences de la collectivité. Pour apprendre à parler, ce qui compte, ce sont les situations de langage auxquelles l'enfant est confronté et la confiance de l'enfant pour parler. À l'école, s'il est trop affolé pour entrer en communication avec les autres enfants, ces situations seront trop rares car la maîtresse, même si elle crée ces situations de façon d'ailleurs souvent artificielle, a trop d'enfants avec qui parler. Un très petit enfant apprend à parler dans de meilleures conditions dans le cadre familial qui est restreint, avec sa nounou qui n'a que quelques enfants avec qui parler, ou même à la crèche qui est certes un endroit de garde collective mais avec beaucoup plus d'adultes pour s'occuper de petits groupes d'enfants, par rapport à l'école. Le deuxième cas concerne des milieux où les interactions langagières sont pauvres, rares, inappropriées. Le niveau de vocabulaire est faible, l'enfant connaît peu de mots. Son entourage familial ne lui parle pas, les parents sont absents ou continuellement le nez sur leur écran, ils ne pensent pas à lui parler, personne ne parle à personne. Le langage n'est jamais un langage d'évocation, mais sert exclusivement à exprimer des besoins vitaux et immédiats. Parfois le langage est une violence en soi. Il y a du langage partout sur des écrans, mais qui ne s'adresse à personne en particulier. L'enfant apprend à parler un peu, mais ne sait pas vraiment à quoi sert le langage. Il l'utilisera au mieux pour exprimer ses besoins, mais aura plutôt recours à des gestes pour se faire comprendre, des gestes violents parfois. Il n'a pas accès aux dimensions profondes du langage. Dans ce cas, aller à l'école de façon précoce est sans aucun doute une façon de remédier à cette pauvreté linguistique et le plus tôt sera le mieux. Mais l'on rejoint le premier cas, il faut que l'école soit à même de favoriser. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.